Mes amis, bien le bonsoir. Vous êtes nombreux à me demander comment je fais des vidéos. Alors j'ai décidé de réaliser celle-ci de manière un petit peu particulière. C'est-à-dire que là, vous êtes environ 2 minutes avant que je commence réellement à enregistrer, ce que vous voyez d'habitude. Je suis dans la voiture, généralement je laisse la porte ouverte un bon moment pour respirer. Parce que ce que vous ne réalisez pas souvent, c'est que vers la fin des vidéos, parfois il fait 30 degrés dans la voiture, en particulier l'été, quand le soleil tape très fort, et je dois continuer sans avoir de possibilité de respirer ou autre. Et puis souvent, dès que je finis la vidéo, j'ouvre la porte parce que je suis en train d'étouffer. Mais j'arrive pas à trouver un meilleur local que la voiture pour avoir une qualité de son acceptable. À la maison, j'ai beaucoup d'écho. Alors, là, je vais raconter une histoire assez épouvantable, et elle a un certain nombre d'éléments intéressants. Alors, ces éléments intéressants, quand j'ai commencé à creuser autour, eh bien, j'ai pas pu les valider. C'est-à-dire que je suis pas sûr si ces éléments sont réels ou non. Sont réels ou si c'est de la légende. Alors d'un côté, je peux juste les enlever en privilégiant l'exactitude de l'histoire. Le problème, c'est que si je fais cela, elle perd beaucoup de son intérêt. Donc, quelque part, je peux aussi les y laisser en essayant de dire, j'ai une licence artistique et je m'en fiche si ce que je raconte est 100% vrai ou pas. Mais je ne veux pas faire ça non plus aux gens qui m'écoutent. J'ai envie de leur dire des choses dont j'ai validé la réalité. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser un artifice narratif, vous allez voir au début. Je vais mettre en doute l'existence d'un certain nombre d'éléments. Mais c'est des éléments tellement ahurissants que rien que le fait de les mettre en doute, ça suffit pour créer une ambiance extrêmement glauque dans l'histoire. D'accord? Donc des fois c'est très intéressant. On n'a pas besoin d'affirmer la chose, même en la niant des fois. Ça peut suffire pour l'effet dramatique. Donc cette vidéo est très particulière, je vais la faire sans montage. Je n'ai pas de prompteur, d'accord? Je n'ai aucune forme de prompteur. Si des fois vous avez l'impression que je suis en train de lire, ça peut arriver des fois que je suis en train de parler vite, j'ai presque l'impression de voir un texte défiler sous mes yeux, je le lis. C'est un prompteur qui est à l'intérieur là-dedans, mais je n'ai pas de prompteur. Les vidéos sont faites sans montage, d'accord? Le montage, c'est des images et tout ça, mais elles sont enregistrées d'une seule traite. Les seules fois où j'arrête d'enregistrer, c'est si je fais une erreur durant les 30 premières secondes de la vidéo, ça ne vaut pas la peine de continuer. Donc là, ce que je fais, j'arrête, et puis je reprends. Mais généralement, si je passe les 30 secondes, la première minute de la vidéo, en général, c'est tranquille. En général, je peux aller jusqu'à la fin sans... Alors un truc important, c'est vider sa tête. Je le fais quand je raconte des histoires, je le fais quand j'enseigne aussi. C'est très important parce que je dois évacuer tout de ma tête, y compris l'histoire elle-même. Parce que je suis là pour la reconstruire. Parce que celui qui m'écoute, il ne la connaît pas. Donc, je dois me mettre exactement dans sa tête. Donc, je vais la reconstruire à partir de zéro, dans la mienne, et comme ça, lui pourra m'accompagner dans ce cheminement. Ok, je vais fermer la porte maintenant, parce que ça évitera les échos qui viennent de dehors, et les bruits. Voilà, la porte est fermée. Un petit peu de trac, hein, toujours un petit peu de trac avant de commencer l'enregistrement d'une vidéo. Mes amis, bien le bonsoir. Cette histoire s'est passée il y a tellement longtemps, à la fin des années 1800, qu'aujourd'hui on ne sait plus vraiment quelles sont les choses qui se sont réellement passées et quels sont les détails qui ont été rajoutés par les médias de l'époque, pas très fiables, pas plus fiables que ceux d'aujourd'hui par ailleurs. Par exemple, est-ce que les toboggans enduits de graisse sur lesquels glissaient les clientes de l'hôtel de Monsieur Holmes, est-ce que ces toboggans ont vraiment existé, qui permettaient de prendre la victime depuis sa chambre directement vers les entrailles de cette bâtisse, construite par un esprit fou et construite spécialement pour ces crimes? Est-ce que ces viales, ces réservoirs pleins d'acide nitrique fumant, dans lequel on faisait disparaître les corps, ont vraiment existé? Par contre, on est sûr d'une chose, presque sûr d'une chose. Le four, qui tournait 24 heures sur 24 par moment, qui était dans la cave de cet hôtel, lui a vraiment existé. Je vais vous raconter une histoire extraordinaire, celle du docteur Holmes. C'est pas vraiment son nom, le docteur Holmes. Ça fait partie des innombrables noms qu'il a assumés. Mais docteur,
il l'était vraiment. Après sa formation, il a réalisé une chose, que médecin, à l'époque, ça ne rapportait pas. Oui, on était notable, on était respecté, un petit peu comme le curé, mais en fait, ça nourrissait à peine son homme. La médecine, sur le plan financier, allait recevoir ses lettres de noblesse que bien plus tard, avec l'arrivée en force des entreprises pharmaceutiques. Mais en attendant, les médecins vendaient des élixirs de minceur, prêtaient leur image à des entreprises de cigarettes, prêtaient leur image à des eaux radioactives, et puis vivotaient comme ils pouvaient. Monsieur Holmes, lui, va au départ se marier avec une femme assez riche, et puis disparaître avec l'argent. Donc ça, c'était son premier pactole. Par la suite, allant d'un endroit à l'autre, il va commencer une sorte d'étrange système d'arnaque aux assurances. Alors voilà ce qu'il faisait. Il approchait quelqu'un et il va lui dire ceci. Je prends une assurance sur la vie à hauteur de 10 000 $ sur votre tête, et après on va simuler votre mort. Je connais un avocat très honnête qui va toucher l'argent et qui lui partagera et garantira que l'argent qui rentrera de l'arnaque sera distribué équitablement. Je prends 40%, je prends 4 000 $, vous prenez 6 000 $, vous le dépensez comme vous voulez. Alors ce qu'il faisait, le docteur Holmes, c'est que il s'arrangeait pour simuler la mort de la victime et il l'a remplacé par un cadavre. Les cadavres, typiquement, il les volait dans un institut médico-légal. Il vole les cadavres, et puis il va les mettre dans une situation telle qu'on les découvrira longtemps après, donc on ne peut plus les identifier, ou bien il va les impliquer dans un incendie que lui-même aura causé. Il était très fort en incendie. L'assureur, ne pouvant pas nécessairement de manière trop formelle identifier le corps, allait accepter les choses pour ce qu'elles sont et payer. Il a réalisé ça de nombreuses fois. Jusqu'à un moment donné où il a décidé de simplifier son plan. Il a décidé de se passer d'une étape qui allait grandement améliorer le rendement ou le revenu de son arnaque. Alors, ce qu'il faisait, c'est que le début était le même. Il expliquait à la victime que voilà, tu te mets là, tu te mets ici, on va simuler telle chose, tu parles à la personne. Et en fait, il tuait vraiment la victime. Donc, quelque part, il n'arnaquait pas l'assurance, mais il touchait de l'argent sur une vraie mort. Et le plan était beaucoup plus simple et plus rentable. On est en 1889 et il va arriver à Chicago, dans l'Illinois. Chicago, c'est une ville là qui est en train de bouillir. C'est une ville qui connaît un boom extraordinaire, un boom économique qui est piloté par une exposition universelle qui va faire la compétition à celle de Paris. Celle de Paris était un grand succès, près de 40 millions de visiteurs. D'ailleurs, depuis les États-Unis, on a vu que Paris a construit une sorte de tour par un certain Gustave Eiffel. On disait que elle défigurait la capitale française, mais en même temps, on en était jaloux parce que tout le monde était en train d'admirer cette tour. Et les Américains voulaient en faire plus. Alors, par rapport aux États-Unis, le choix de Chicago, certains le trouvaient douteux parce que Chicago, en ces temps-là, c'était des usines, des zones industrielles, des abattoirs, des petites fabriques où on faisait bouillir des grandes carcasses de porc qui finissaient par la suite dans des boîtes de conserve vendues à vil prix. Beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi on avait choisi cette ville. Mais cette ville allait représenter en ces temps-là l'Amérique qui travaille. Et dans cette ville, on pouvait avoir la main-d'œuvre pour justement avoir le succès ou réaliser le succès de cette exposition. Alors, Monsieur Holmes n'arrive pas à Chicago par hasard. Parce que quand il arrive, on disait, mais c'est peut-être un des excès de l'époque, il y avait 1000 trains qui arrivaient par jour dans la région et qui déversaient de partout des États-Unis des gens qui n'avaient jamais vu une ville de leur vie. Et puis soudainement se retrouvaient à Chicago. 50% de la police de Chicago travaillait sur les disparitions. Parce que
Beaucoup de gens arrivaient, mais on ne les retrouvait plus. Ils disparaissaient. Leur famille envoyait des lettres à la police qui tentait d'investiguer, même si de nombreuses disparitions n'ont jamais été suivies d'enquête. L'autre moitié de la police enquêtait sur les morts violentes de l'époque. Il y en avait à peu près 2000 par an. Les gens mouraient dans Chicago des fois de chevaux qui s'emballaient, des diligences qui partaient, qui montaient sur le trottoir. Des fois, on mourait d'incendie. La presse disait dans son certaine délicatesse que hier, 12 personnes ont été grillées, c'était le mot, dans l'incendie d'un hôtel. On mourait de typhus, on mourait de choléra, on mourait aussi de misère dans Chicago. Monsieur Holmes va arriver sur une rue, et puis il va trouver une pharmacie, il rentre, il y a une femme, elle tient le local. Il va vite sympathiser avec elle. Il avait cet art de parler aux gens, d'obtenir rapidement leur confiance. Il va parler avec cette femme, elle va lui raconter sa vie, elle va lui dire « j'ai mon mari à l'étage, il est mourant, j'aurais préféré m'occuper de lui que d'être là devant cette caisse ». Il lui dit « n'en dites pas plus. Je vais vous aider. Je suis là. J'ai été envoyé par la Providence. » Il va s'occuper de la pharmacie. Il est médecin après tout. Et elle va s'occuper de son mari. Assez rapidement, le mari va mourir. Par la suite, la veuve disparaît. Il dira au client qui pose des questions, elle est partie en Californie. Vous savez, elle y a de la famille. Ça fait longtemps qu'elle ne les a pas vus. Rapport à la maladie de l'époux. Elle ne pouvait pas raisonnablement laisser le mari sur son lit et partir. Maintenant, elle peut voyager. C'est pour ça qu'elle en profite. Un peu plus tard, il dira « Elle a pris un aller simple pour la Californie. Elle n'en reviendra jamais. » Sur ce, il va acheter un terrain vague qui était face à la pharmacie. Et il va commencer à construire un hôtel. Un hôtel qu'il construira sous les plans d'un certain Campbell. Campbell a comme adresse, Campbell architecte a comme adresse l'adresse de la pharmacie. En fait, c'est que M. Holmes qui travaillait sous différents pseudos, comme un certain Alexander Bond. C'était aussi un nom sous lequel il était connu. Et en fait, ce qu'il faisait, sous chaque nom, il créait des affaires qui des fois se connectaient les unes aux autres, des fois pas. Et là, il a commencé à construire, sur ce terrain vague, un hôtel. Alors, pour garder le secret des plans de l'hôtel, eh bien, il a œuvré d'une manière très particulière. Il ramenait les ouvriers et les congédiait très rapidement. Les gens ne restaient pas plus que 2-3 jours sur le chantier. Et souvent, ils partaient sans être payés. « Ah, mais j'aime pas votre travail, vous êtes en train de m'arnaquer, vous. » Prenez vos affaires et partez tout de suite. Il virait les gens à qui mieux, et souvent les payait pas. Les ouvriers qui arrivaient ne savaient pas, n'avaient pas de vision globale de ce qu'on leur demandait. Quand par exemple on demande à quelqu'un de placer des tuyaux dans des endroits étranges, eh bien, ils pensaient que c'était une demande excentrique, qui n'avait peut-être pas beaucoup de sens, mais il restait jamais assez longtemps pour connecter tous les éléments de cet édifice qui était en train de se construire. Les gens étaient virés rapidement, sauf 3 gars. 3 gars dans un certain Benjamin Pretzel. Ce Benjamin Pretzel était un alcoolique notoire, charpentier menuisier de son état. Il était venu travailler et assez rapidement, il a eu de bonnes connexions avec le Dr Holmes. Le Dr Holmes a vu que lui et ce Pretzel étaient faits de la même fibre. À un moment donné, Pretzel a disparu. Holmes est parti à sa recherche. Il l'a trouvé dans une prison. Il était arrêté pour émission de faux chèques. Il l'a libéré en payant. Et après, il naît une sorte de relation, une sorte d'amitié entre les deux hommes qui vont pas se quitter jusqu'à ce que la mort les sépare. Alors, dans ce bâtiment, une fois qu'il est fini, il y avait des chambres. Alors, tout en bas, il y avait des locaux qui étaient loués. Il a agrandi la pharmacie, qui a déménagé dans un de ses locaux. Mais à l'étage, il y avait des chambres. Alors, des chambres pas trop chères. Il ne voulait pas attirer les gens les plus fortunés de la société, parce que ces gens-là, s'ils disparaissent, on va les chercher. Il voulait attirer des gens de modestes conditions, idéalement des femmes qui viennent de débarquer dans la ville, qui viennent de très loin,
pour trouver un travail de secrétaire, de sténo, d'aide quelconque. Et puis, dans la famille, n'avait pas les moyens de la chercher. Si elle disparaît, le plus souvent on dira elle a trouvé un homme, elle est partie avec, elle nous écrira un jour, et puis voilà, puis elle ne reviendra jamais, et puis personne ne saura où elle était. Quand les femmes arrivaient, elles s'inscrivaient à la réception, et puis on allait les emmener vers la meilleure chambre de l'établissement. Elles venaient typiquement avec leur bagage, avec un peu d'économie ou une aide de l'argent liquide que leurs parents leur avaient consenti. Elles rentrent dans leur chambre, elles se reposent. Pendant ce temps-là, il y a deux hommes qui les observent à leur insu, à travers des miroirs sans teint. C'était Pretzel et le docteur Holmes. Ce dernier, après, allait ouvrir une armoire, à l'intérieur de laquelle il y avait un système de robinetterie extrêmement compliqué. Regardait le numéro de la chambre, s'assurait que c'était la bonne, et il ouvrait le robinet. Cette femme, dans son sommeil, soudainement se sentait emportée dans une sorte de gouffre, perdait conscience encore plus profondément, et puis, par la suite, elle se sentait emportée. Et là, les deux hommes rentraient dans sa chambre, ils l'emmenaient pas très loin, ils avaient partout des trappes, ils ouvraient, ils la jetaient sur un toboggan couvert de graisse, et elle glissait dans les entrailles de l'immeuble. Alors, à un moment donné, la valeur du corps humain a augmenté dans la région. C'est-à-dire que, si on revient un peu en arrière, M. Holmes, durant ses études de médecine, s'était particulièrement distingué dans l'art controversé de la dissection humaine. Et la dissection humaine a besoin de corps. Les corps étaient difficiles à trouver en ces temps-là. Les différentes facultés payaient très cher pour qu'on leur amène des corps. La plupart étaient volés dans les cimetières et la faculté le savait, même couvrait. Il y avait un cimetière en particulier qui était derrière un asile de fous. Quand il y avait un mort, à l'époque les fous étaient à l'asile, t'es pas dehors. Quand il y avait un fou qui mourait, on l'enterrait le matin et puis le soir, des étudiants en médecine arrivaient, creusaient, prenaient le corps. Sauf que le nombre de corps qui se vendaient sur ce marché-là dépassait largement ce qui était enterré. Les médecins, et même les doyens de la faculté, ne se faisaient aucune illusion. Ils savaient bien que certains cadavres venaient d'homicides, spécialement réalisés d'ailleurs pour cette vente, pour alimenter ce marché. Ça faisait grimacer dans ces milieux-là, mais on ne voulait pas en entendre plus. C'est là que M. Holmes va commencer à vendre les corps. Alors ce qu'il faisait, c'est que lui-même les disséquait sur des tables en métal. Par la suite, il appelait un articulateur. L'articulateur était un gars dont il avait fait la connaissance, qui n'était pas très regardant sur l'origine des corps. Et ce qu'il faisait, c'est que il était capable de prendre un corps humain et d'en enlever les os. Ça signifie qu'il pouvait enlever les os et les reconstituer sous forme d'un squelette. Le squelette était nettoyé, reconstitué. On mettait dans les bacs d'acide et tout pour nettoyer le reste. Et puis, il était mis dans une sorte de boîte, capitonné, et vendu à un très bon prix à des facultés de médecine. Et le docteur Holmes en fournissait sans arrêt. À un moment donné, l'exposition de 1893 aura lieu. Elle attirera 27 millions de personnes. Un nombre incroyable. C'est presque la moitié de la population américaine de l'époque. Et puis, c'est un succès. Ça dure 6 mois. Et pendant ce temps-là, l'hôtel bat son plein, si je puis dire. Les deux hommes, Pretzel et Holmes, travaillent d'arrache-pied. On arrive à la fin de cette période, et Pretzel va faire une déclaration à son complice, mais aussi à son maître. Il va lui dire « j'ai envie de partir ». Il avait envie de partir, de vivre autre chose, commettre d'autres crimes, parce que tuer des gens devenait répétitif et ennuyeux. Le docteur Holmes, en surface, approuve, le laisse partir, mais il va réfléchir. Il va se dire que tôt ou tard, il va parler. C'est un alcoolique, il finira par commettre des indiscrétions, ou bien il commettra d'autres crimes, parce que quand il était complice avec le docteur Holmes, un avantage, c'est qu'il ne pouvait pas se faire arrêter par la police, parce que le docteur Holmes, c'était une tête pensante et s'assurait que les crimes étaient réalisés dans de très bonnes conditions. D'ailleurs, la preuve, c'est que pendant longtemps, il a pu le réaliser sans avoir le moindre trouble.
Le problème, c'est que Benjamin Pritzel, laissé tout seul en électron libre, il risquait de commettre un larcin, une fraude, trop boire, puis un jour, chez la police, il racontera juste pour sauver sa misérable peau, et puis tout le monde finira sur l'échafaud. Il ne pouvait pas le laisser partir. Alors à un moment donné, il contacte Pritzel et lui dit, écoute, t'as pas besoin de $6 000 parce que j'ai envie qu'on monte un dernier coup ensemble. Et il va lui expliquer. Il va dire, écoute, je vais prendre une assurance sur toi, et puis, toi, tu vas faire un truc. Tu vas lancer un laboratoire. Tu vas prendre ton garage, et tu vas acheter des produits chimiques que je vais te lister. Tu installeras des étagères, tu mettras ces fioles de produits chimiques dans le garage, et tu laisseras courir le bruit que tu es en train de chercher un élixir. À l'époque, tout le monde, le charlatanisme était presque aussi courant qu'aujourd'hui. Et puis, tu diras que tu veux t'enrichir en trouvant de l'élixir. Voilà, donc, Monsieur Pritzel va s'exécuter, il installera des étagères, achètera des produits chimiques, les installe en fanfare, dit à tout le monde qu'il a un laboratoire, qu'il fait des recherches. Sur ce, le laboratoire explose, et on trouve un corps calciné à l'intérieur. L'assurance arrive, paye, Monsieur Pritzel est enterré, et puis à un moment donné, juste sur ces entrefaits, l'assureur reçoit une lettre anonyme. Une lettre, c'est que Monsieur Holmes avait beaucoup d'ennemis, il avait beaucoup de gens sur son dos, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a lu quelque part dans ses cartes, et qui a écrit une lettre anonyme à l'assureur. Il a dit que cette histoire, avec Pritzel, était une arnaque, et que Pritzel n'est pas mort. L'assureur contacte la justice, qui va exhumer donc la tombe de Pritzel. Ils font cette fois-ci, des recherches approfondies, et ils découvrent que le gars qui est mort est bien Pritzel. Ils se disent alors que on les a peut-être arnaqués, que la lettre anonyme, finalement, c'était une lettre malveillante, parce que vraiment Pritzel est mort. Celle qui n'est pas contente, c'est la femme de Pritzel. Parce que pour elle, elle savait que son mari organisait une arnaque à l'assurance. Quand elle a vu disparaître, elle pensait qu'il avait disparu juste pour que, voilà, le temps de toucher. Sauf que là, elle réalise que vraiment son mari est mort. Et que s'il est mort, c'est qu'il a été tué. Tué par qui? Tué par Holmes. Pire encore. Après la disparition du mari, ou la mort du mari, Holmes lui avait dit, tu sais, tes deux jeunes filles peuvent venir à mon hôtel, peuvent travailler, je leur ferai découvrir le grand Chicago, il y a des opportunités économiques extraordinaires, elles pourraient venir chez moi. Or, ces filles sont arrivées dans cet hôtel et n'ont plus donné signe de vie. Sur ces entrefaits, on va arrêter le docteur Holmes. Il sera mis en prison et il va commencer à avouer. Il va avouer à peu près 200 crimes. Il dira qu'il a tué 200 personnes. Le plan pour le bâtiment qu'il avait pour l'hôtel, c'était que il allait le brûler tout simplement. Il a dit qu'il l'a construit, qu'il voulait tuer un maximum de monde et puis brûler l'hôtel pour faire disparaître toutes les traces de ses crimes et aussi palper l'argent de l'assurance parce que l'hôtel était assuré. Et avec l'architecture qu'il avait, c'était pas question de le revendre. Il valait rien sur le plan immobilier. À un moment donné, il aurait fallu le détruire parce que tôt ou tard, les enquêteurs seraient remontés là parce que beaucoup de pistes s'arrêtaient là, beaucoup de disparus avaient été vus pour la dernière fois dans cet hôtel. Donc tôt ou tard, il savait que la police allait mettre son nez là-dedans, donc il devait le brûler. Sa confession, il a écrit littéralement un livre pour couvrir tous les crimes qu'il a écrits. Il y a eu quelques imprécisions dans son livre. C'est pour ça que certains ont dit qu'il était présomptueux, qu'il n'en a pas tué 200. Parce que sur certaines personnes qu'il a listées comme étant ses victimes, on les a trouvées vivantes et en bonne santé. Maintenant, il a fait le livre de mémoire. Forcément, 200 personnes, il a vu plein de monde, il tenait peut-être pas à des registres extrêmement précis. Alors bon, des fois, il y a des clients, ils étaient venus repartis sur leurs pieds, lui avait pensé qu'il les avait tués. Bon, c'est des erreurs qui arrivent. Monsieur Pritzel a été condamné à mort et il a été exécuté par pendaison en 1896. C'était à peu près 7 ans après son arrivée à Chicago. Maintenant, il y a un problème. C'est qu'il est exécuté. Et après, il y a un feu qui se déclare à l'hôtel. Et l'hôtel est brûlé.
et le toit de l'hôtel se retrouve à l'intérieur de la cave. Pour beaucoup de monde, c'est Pretzel qui a fait le coup. Mais oui, mais Pretzel a été exécuté. Oui, mais lui, c'est un homme qui a beaucoup d'identité, qui a plus d'un tour dans son sac. Il a dû se débrouiller, il a dû soudoyer, il s'est remplacé par quelqu'un, il a dû payer, on a dû le libérer. Et puis, ce qu'on a enterré, c'est juste un autre corps. Il a dû voler un corps quelque part où c'est l'une de ses victimes qu'il a envoyé à sa place dans le cercueil qui a été enterré. Cette histoire va rester, va s'échanger et circuler sur les langues pendant des décennies et des décennies. En réalité, pendant plus d'un siècle. Parce qu'on arrive en 2017, à notre époque. Et la famille de Holmes va contacter la justice et va leur dire, écoutez, nous croyons que Holmes n'est pas mort. Nous croyons que, à l'époque, il n'a pas été exécuté, qu'il est mort de sa belle mort plus tard, oui. Mais nous ne pensons pas qu'il a été exécuté en 1896. Il avait, cet homme, trop de ressources, il avait trop de complices, il avait trop d'argent et trop de génie du mal pour finir sur l'échafaud. Le juge va les suivre. Le juge va leur dire, votre dossier tient la route. Je pense qu'il y a mérite dans votre revendication. Il va ordonner quoi? Il va ordonner qu'on aille exhumer Monsieur Holmes, ou bien le Monsieur Holmes putatif, et puis qu'on fasse des recherches ADN avec la famille. Monsieur Holmes est exhumé. On fait des analyses ADN, on compare avec la famille, et je vous le donne en mille. C'était bien son ADN. Monsieur Holmes a bien été exécuté en 1896. C'était la fois où ses idées ne pouvaient plus le sauver. Voilà, ça se termine ici l'histoire. Donc c'est 100% improvisé, comme vous avez pu voir. Il y a des éléments, des dates, des noms, tout ça. Mais à partir de là, tout le reste, si je devais la raconter encore une fois maintenant, je la raconterais probablement autrement. Donc voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu les coulisses. Il n'y a pas grand-chose dans les coulisses. Il y a moi et une voiture. Ce que vous voyez, c'est tout. Il n'y a pas d'autres coulisses. Il n'y a pas un cadreur caché ou un preneur de son ou autre. Il n'y a que moi. Je vais ouvrir la porte aussi pour avoir un peu d'air. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Merci beaucoup pour vos encouragements. Ça me touche beaucoup. Et puis, je vous balance cette vidéo sans montage pour que vous puissiez voir que vraiment c'est réalisé d'une seule traite et sans aucun artifice. D'accord? Et puis, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne nuit, surtout après avoir regardé cette vidéo. N'ayez pas peur, vous n'allez pas glisser dans votre sommeil, dans une trappe, et puis partir sur un toboggan couvert de graisse des cieux et finir dans une vasque pleine d'acide nitrique. Alors, je ne pense pas qu'il y avait de l'acide nitrique parce que l'acide nitrique réagit violemment, très très violemment avec le cuivre. Comme beaucoup de gens avaient des bracelets en cuivre, voire du cuivre dans des dents ou autre. C'est un peu risqué. De l'acide nitrique glacial, balancer des gens dedans directement, il aurait fait exploser son hôtel à un moment donné. Je pense le four a existé, vraiment existé. C'était Wagner Glass, une société qu'il avait. Il a commandé par cette société. Il a dit qu'il voulait souffler du verre. Et il a ramené des professionnels et tout ça. Donc le four a vraiment existé. Les toboggans, je ne sais pas. Moitié-moitié, mais l'acide nitrique, non. Parce que les corps, il en avait besoin. Il en avait besoin pour les revendre. Il y avait un très très bon business avec ça. Merci mes amis. On se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.